On est ici dans le vallon du Lausannier, sur la commune de l'Arche, dans le nord du parc national du Mercantour, puisque derrière moi il y a la frontière italienne qui marque la partie nord du parc. Donc tu vois la zone en fait ça monte là-bas sur la petite crête là, jusqu'au Mélèze. Ensuite ça suit au-dessus là-haut, presque ça sort dans le ciel quoi. Le trou ça descend et ça repasse comme ça, hop, jusqu'en bas. Et ça fait en gros une dizaine d'hectares quoi. La Reine des Alpes était hyper présente dans le vallon. À un moment, les gens appelaient ces versants-là la mer, parce que le dessus de la Reine des Alpes est bleu, le dessous est un peu blanc, et avec le vent, ça faisait une sorte d'écume de vagues. La Reine des Alpes est une fleur emblématique de la haute vallée de l'Ubayette. Il y en avait de magnifiques bouquets, aussi bien à l'église que dans les maisons. Dans tous les jardins bien exposés, on en trouvait. C'était une fleur qu'on voyait, mais on n'avait pas apprécié sa rareté et cette notion de protection. La pratique agricole a complètement changé. On est passé d'une pratique de la fauche pour récupérer du fourrage à une pratique pastorale, c'est-à-dire où on amène des moutons pour manger l'herbe, ce qui est complètement différent. Donc la pratique de fauche se faisait après le 15 août, au moment où les fleurs étaient mûres, avaient grainé, donc pouvaient se reproduire. Dès qu'on est passé dans un système pastoral, ces fleurs ont été mangées à partir du 15 juin, donc plus moyen qu'elles se développent. Au début des années 1980, il ne restait plus qu'une poignée de reines des Alpes dans le vallon. La Reine des Alpes, on l'appelle comme ça, mais son vrai nom vernaculaire, c'est le panicaut des Alpes. Il faut savoir que c'est déjà une ombellifère, donc comme la carotte. Et donc comme la carotte, elle a une racine pivotante, donc qui s'enfonce profondément dans le sol. Et les fleurs forment ce capitule qui ressort. C'est d'innombrables petites fleurs avec des pétales, avec des sépales et des feuilles tout autour. Ces feuilles, ça fait une couronne. Peut-être qu'on appelle la Reine des Alpes pour sa couronne. Elle a ses feuilles caulinaires, donc de tiges, un peu piquantes. Et plus tu descends, plus elles ont une forme triangulaire. On a aussi des pieds stériles, des pieds végétatifs, avec des petites feuilles de la première année. Une plante met 4 ans à fleurir. Elle ne va pas fleurir tous les ans. En tout, elle peut vivre 50 ans. Donc une plante peut vivre vraiment longtemps, et c'est ça qui est intéressant. La fétuque panicillée, c'est ces grosses touffes qu'on voit là avec cette grande inflorescence. C'est ça qui est en dominance sur tout le faciès. Et dans ce grand type d'habitat, il y a des zones un peu plus fraîches, et c'est là où il va y avoir le plus de reines des Alpes. Cette année, en année de sécheresse, la floraison est peut-être moins impressionnante, et plutôt aussi dans la saison. On parle beaucoup de la Reine des Alpes, mais ce qui est important, c'est que c'est une espèce dite parapluie. Et en conservant cette espèce, on va conserver tout un cortège d'espèces, que ce soit floristique, mais aussi insectes, animaux. C'est surtout l'habitat qu'on conserve et toute sa richesse. Il faut savoir que cette zone, c'est la station la plus au sud des Alpes et c'est la seule station du parc national. Et donc on a mis en place tout un tas de mesures et on a essayé petit à petit de sauver d'abord l'espèce parce que c'était très important, il restait vraiment très peu de pieds. Et quand il y a très peu de pieds dans une espèce, elle est en péril. Concernant les mesures de conservation, les premières ont été mises en place en 1984. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé une dizaine de pieds. Il a été décidé, pour vraiment préserver l'espèce, de mettre une clôture, donc vraiment un grillage autour de ces 10 pieds, que ce soit moutons mais aussi ongulés sauvages, ne broutent et ne passent sur cet espace. 5 ans plus tard, ces 10 pieds avaient commencé à se disséminer partout et on a réussi à avoir l'espèce sur 1 hectare. Et on a commencé à travailler avec les bergers, avec les éleveurs, on a commencé à faire des conventions. Avec des mesures agri-environnementales, avec beaucoup de discussions avec les propriétaires, les éleveurs, les bergers qui avaient besoin de certes herbage, etc. Et les premiers travaux du parc n'étaient pas forcément bien compris. Et il y avait encore un peu des ressentiments, je dirais, de la création du parc, même peut-être 10 ans après. Alors peut-être qu'avec les bergers, cette notion-là était plus prégnante. Toute la partie à partir de la Reine des Alpes et en haut où j'ai un bout de pâturage, ça me permet de le garder pour le début septembre, puisque jusqu'au 30 août, je ne peux pas aller manger la Reine des Alpes. Ouais, voilà. Bon, ça s'est pas trop mal passé alors. Ouais, non, mais ça s'est bien passé même. Bon, parce que sinon, si on rentre dans le conflit, ça marche mal. Ça a toujours été ma politique depuis longtemps. On est arrivé à mettre une zone en report de pâturage. Cette herbe est toujours consommée, mais consommée en fin de saison, un petit peu comme la pratique de la fauche en fait. Et ce qui a permis à la Reine des Alpes de continuer à pouvoir monter, grainer et de s'épandre. Le parc national s'est installé dans le vallon du Lausannier parce que c'était, il faut dire, un vallon qui avait été relativement abîmé par certains abus de pratique. Il y a eu un gros travail de fait
sur justement ce relationnel, arriver à trouver un équilibre entre protection de la nature et économie locale. Tout ça, c'est du travail de très longue haleine. Voilà, moi j'aime à dire que j'ai passé beaucoup de temps à boire le café dans les cabanes de bergers, mais je n'ai pas fait que perdre mon temps. Je suis fier d'avoir pu travailler avec eux et d'être arrivé à ce niveau de confiance. Aujourd'hui, on est sur une zone d'environ 10 hectares de report de pâturage et on est passé de quelques pieds à quelques milliers de pieds. Voilà, donc l'espèce est sauvée. C'est une grande réussite aussi pour le parc national en termes de conservation de la flore, c'est pas évident. On va se positionner aux 4 coins et puis, je sais pas, tu veux faire le comptage? On fait donc présence-absence, de 1 à 10, de 11 à 50, de 50 à 250 et au-dessus de 250. Depuis 1997, on a mis en place des protocoles de recherche et on a tout quadrillé cette zone en petits morceaux, en petits carrés qui font 18 mètres sur 25. Tout est piqueté et à l'intérieur de chacune de ces mailles, de ces petits carrés, on allait compter les pieds fleuris, les pieds non fleuris, alors avec un pas de temps de 5 ans, parce qu'on ne peut pas le faire tous les ans, c'est beaucoup de travail. On a pu voir comme ça l'expansion de l'espèce sur l'ensemble des 10 hectares et des 200 mailles. On a des données sur sa présence, on a des données sur son abondance et on a des données sur la caractérisation de l'habitat selon les différentes gestions pastorales qu'on a expérimentées sur la zone. Voilà, donc là, tu mets de 50 à 250, voilà, parfait. Okay. C'est dans cet axe, hein? Ouais, c'est là, ouais. Parallèlement à ces protocoles sur la Reine des Alpes, on a aussi étudié tout ce tapis végétal, des lignes de lecture de façon vraiment exhaustive, où on a répertorié systématiquement toutes les plantes, pour effectivement voir aussi si, en changeant de pratique, on ne modifie pas aussi ce tapis végétal. Dialium boreale, Brisa media, Troggus europaeus, du sainfoin, Onibrissis montana. Et a priori, c'est tout. On peut aller au suivant. Ces protocoles différents, ils ont été mis aussi en place sur des zones test où on a fait de la pratique différente. Donc on a par exemple un carré, là, une maille, où il y a un défend total. C'est-à-dire que depuis aujourd'hui une vingtaine d'années, on étudie comment se comporte la Reine des Alpes dans ce carré-là. Est-ce qu'il y a des espèces qui prennent le dessus sur d'autres? On a un autre carré par exemple où on va faucher l'herbe. Donc là c'est une ligne qui fait une vingtaine de mètres de long, 3 mètres de large, où on fait une fauche précoce. On fait complètement évoluer la pelouse, et notamment la grande fétuque qui est quasiment éradiquée. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et dans les années à venir, comment on pérennise cette gestion? On n'a pas forcément de réponse claire pour l'instant, mais ce qu'on peut voir, c'est que vraiment la fauche, autour du 15 septembre, permet de couper cette grande fétuque paniculée, de retirer cette litière et de l'exporter. Donc on va faire des tas ailleurs. Et là, ça permet vraiment à toutes les espèces dicotylédones, donc ce qu'on appelle les espèces à fleurs, dont la Reine des Alpes, à vraiment pouvoir fleurir, germer et se reproduire. Et on peut imaginer un projet en utilisant donc ce produit de fauche avec les graines de la Reine des Alpes, de le mettre sur un autre alpage pour réensemencer et permettre la conservation de la Reine des Alpes sur un autre alpage dans le vallon du Lausannier. En ayant pris conscience de la rareté, je trouve que c'est important que tous les travaux menés par le parc en collaboration avec les éleveurs puissent amener à voir que cette espèce, dans cette zone-là, prospère et se porte bien. Ça fait 43 ans que j'ai vu évoluer le milieu, que j'ai vu évoluer ce site. Et puis bon, un jour il faut partir. Je pars à la retraite que à la retraite pour le moment. Mais l'idée aussi c'est de transmettre ce patrimoine, il y a des générations nouvelles qui arrivent, il y a des nouveaux agents. Et puis ça fait toujours très plaisir de voir qu'il y aura de la continuité, que tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de ce site, comment on va pouvoir le faire évoluer encore plus, etc. etc. Enfin, c'est vraiment des grands moments dans la carrière d'un agent.